Abdelmakiam, bonjour. Bonjour. Ancien expert, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, de l'OCDE, de grandes institutions, aujourd'hui reconverti dans les affaires, il ne suffirait pas de vous présenter comme entrepreneur en développement industriel, mais j'ai sollicité l'économiste. Dites-nous, une loi de finances rectificative dans un exercice budgétaire, une économie sous perfusion, une dette intérieure qui explose. Est-ce que des éléments de mesure d'une économie exsangue ou des éléments finalement normaux d'un exercice budgétaire? N'importe quel pays s'ajuste quand il opère une programmation glissante. La norme, ce serait d'ailleurs de faire des programmations glissantes où, dans le cours de l'exécution d'un budget, on redéfinit des priorités parce que nous avons des choses que l'on voit et qu'il faut corriger, qui demandent des injections financières et pour lesquelles vous êtes obligé de retourner devant la représentation nationale pour faire une loi de finances rectificative. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Est-ce que s'endetter est significatif de quelque chose dans une économie ou alors où investir l'endettement pour que ce soit un endettement productif? Vous connaissez le proverbe qu'on ne prête qu'aux riches? Dites-nous, rapporté à la situation économique du pays dont on parle. Oui, on ne prête qu'aux riches. Lorsque vous avez une capacité d'endettement, ça veut dire que vous avez une capacité de remboursement. Mais lorsque vous avez un pays dans lequel vous avez besoin de faire des investissements en infrastructure, en éducation, en développement économique, pour qu'émergent des opportunités économiques que le secteur privé réalise, si l'État ne peut pas trouver l'argent par les ressources fiscales ordinaires, cet État est obligé de s'endetter. Maintenant, l'endettement nominal n'est pas le seul moyen de financer une économie. Moi, j'ai développé un programme qu'on appelle partenariat stratégique sur les chaînes de valeur, qui permet d'utiliser un minimum de fonds publics pour générer des investissements privés massifs. Donc ce à quoi nous devons réfléchir, c'est au mode alternatif de financement, des financements innovants. Dans le cas du Sénégal, est-ce que nos économies ne sont pas trop dépendantes aussi d'une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire des exportations, des importations qui explosent pendant qu'on exporte très peu et qu'on a une échelle de chaîne de valeur de transformation qui n'est pas finalement ce qu'elle devrait être, eu égard à tout ce qu'on produit localement? Vous avez raison de soulever la question, mais il y a des éléments de réponse dans la même question. Aujourd'hui, nous n'avons pas une économie d'exportation qui soit dynamique au point que des déséquilibres de la balance commerciale perturbent notre macroéconomie. Tout ce que ça peut perturber, c'est les aspects budgétaires au niveau du gouvernement. Parce que la manière dont on mesure aujourd'hui les progrès, la croissance et tout, à la limite c'est marginal parce que l'ensemble de l'économie, l'essentiel de l'économie se passe là où les indicateurs usuels de croissance, de mesure de la performance économique ne peuvent pas s'exprimer, c'est-à-dire le secteur informel. Lorsque vous avez 95% de l'activité qui se passe dans un secteur dans lequel vous n'êtes pas outillé pour savoir ce qui se passe, vous n'êtes pas tellement qualifié à parler de l'économie et de la réguler. Et ça pose le problème de la monnaie. C'est pour ça que je dis le franc CFA n'est pas une monnaie. Le franc CFA est un instrument de paiement. On nous a toujours dit que c'était la monnaie de nos pays. Oui, parce que c'est un raccourci. Parce que vous ne pouvez pas parler de monnaie sans parler de crédit, sans parler de politique du crédit, parce que la création monétaire de nos jours, depuis la fin du Gold Exchange Standard, qui a été décrété par Nixon en 1973, parce que les Américains avaient utilisé la planche à billets et ne pouvaient plus permettre cette conversion directe, la monnaie, elle se crée par la volonté d'endettement d'une économie. Ça veut dire, pour faire simple, vous voulez emprunter de l'argent pour acheter une maison, vous allez dans votre banque commerciale ou la banque de l'habitat qui vous prête de l'argent, cette banque émet un titre, ce titre est escompté à la banque centrale, et lorsque la banque centrale l'escompte à un taux différent, la banque centrale injecte de la création de monnaie. Dans une économie qui fonctionne, c'est normal. Donc la monnaie dans une économie qui fonctionne est liée à la politique de crédit. C'est-à-dire c'est un instrument de politique économique. Mais aujourd'hui, dans la mesure où le franc CFA est régi par un traité, la Banque centrale ne fonctionne pas comme une banque qui régule l'activité économique des pays membres de l'UEMOA. Alors il y a une déconnexion fondamentale entre la monnaie et la théorie quantitative de la monnaie qui devrait être telle que je viens de la décrire. Oui, mais parlons-en. Le franc CFA, il y a une dimension peut-être psychologique, plus idéologique même, d'en sortir pour couper ce cordon qui nous lie à la France, qui garantit la parité du franc CFA. On est sur un débat économique ici. Est-ce qu'il faut en sortir?
Puisque vous dites que nous sommes sur un débat économique, ça veut dire que les choses ne sont pas blanches ou noires. Il y a des nuances de gris. Je vais m'exprimer. Mais la décision, elle ne sera que radicale. Soit il faut en sortir, soit il faut continuer avec le franc. Non. C'est ça qu'il faut justement éviter, de poser le débat en termes de jeu à somme nulle. C'est-à-dire ce que l'un perd, c'est ce que l'autre gagne. Il y a incontestablement des avantages à avoir une monnaie commune. Je dis bien avoir une monnaie commune. Vous appelez ça monnaie Cissé, vous appelez ça franc CFA, monnaie Macky Sall, monnaie Patrice Talon. Cette monnaie-là, nous avons besoin d'une intégration monétaire, c'est-à-dire intégrer nos moyens de paiement, nos moyens de politique économique, nos moyens de crédit. La chance que nous avons, c'est déjà ça. Maintenant, la grande question que vous avez, c'est est-ce que les accords qui régissent le franc CFA, depuis que le franc CFA a été créé, on peut raisonnablement dire que cet accord-là, les mêmes dispositions doivent prévaloir des dizaines d'années après. Alors que le monde a changé, la globalisation est passée par là, les économies se sont développées, ont changé de nature. Donc on ne peut pas dire qu'on va, rien que pour ça, on ne peut pas garder la même chose. La deuxième chose, c'est qu'avant, c'était simplement un instrument de paiement. Maintenant, nous voulons faire de la monnaie un instrument de politique économique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui parlent de débat sur le franc CFA en parlent de manière passionnée. Qu'on imprime la monnaie à chamalière et tout, mais moi, je suis double national suisse et sénégalais, je connais bien l'économie suisse. Je sais qu'aujourd'hui, même les Suisses impriment de la monnaie pour d'autres et ça, on ne fait pas de tintamarre là-dedans. Ce n'est pas être patriotique ou antipatriotique de pouvoir imprimer une monnaie à gauche ou à droite. Ça, c'est l'os à ronger qu'on jette aux gens qui sont dans la rue pour crier et faire du tintamarre sur une chose qu'ils ne maîtrisent pas. Mais je vais vous donner un autre élément dont personne ne parle. Aujourd'hui, nous sommes en situation de globalisation où nous voulons diversifier nos activités économiques. Mais vous n'êtes pas capable, en étant avec les dispositions de la BCEAO, dans un pays comme le Sénégal ou le Bénin, vous ne pouvez pas détenir un compte en devise étrangère. Or, si vous faites une opération aux États-Unis qui est en dollars, alors que vous avez utilisé une autre monnaie, le franc CFA ou l'euro pour ne pas le nommer, parce que là, la convertibilité, la parité est fixe. Oui. Vous ne pouvez pas vous couvrir contre les risques de change par arbitrage, parce que tout simplement, vous n'êtes pas capable de vendre une devise et de l'acheter en utilisant vos comptes en dollars, en francs suisses, en euros. Mais ça, c'est un handicap majeur, extraordinaire pour n'importe qui veut avoir les yeux ouverts et l'activité ouverte sur le monde. C'est-à-dire que demain, si on partait sur cette monnaie qu'on nous annonce, l'éco, pour qu'elle soit efficace, il faudrait qu'elle soit adossée encore à une parité, à l'euro ou au dollar. Ça c'est une question technique. Je dois dire que, bon, j'ai apprécié ce que Abdoul Mbaye a dit, que je ne le connais pas. Je ne connais pas du tout. Je sais que c'était l'ancien Premier ministre. Mais pour la première fois, j'ai vu une proposition d'éclairage sur les aspects techniques de la convertibilité qui était structurée. Je l'ai lu dans Ce n'est plus ou dans je ne sais plus. Parce que ce qu'il a dit est très structuré. Quand c'est sérieux, ça se passe sur Ce n'est pas ça. Ce que je sais, c'est qu'il n'a traité que d'un aspect. Mais lui, au moins, l'aspect qu'il connaît, en ayant été banquier, en ayant été à la Banque centrale, l'aspect qu'il connaît le mieux, il l'a bien traité. Bon, je ne serais pas allé aussi loin que lui pour juger un chef d'État s'il est allé plus loin ou non, parce que, qui est un ami d'ailleurs de très longue date. Ce n'est pas pour ça que je le défends. Patrice a dit cela parce que c'est une orientation politique, c'est un message fort qu'il donne. Bon, lui, c'est un technocrate, il ne se rend pas compte que parfois les politiciens ont besoin de donner des messages forts. Mais ce que Abdoul Mbaye a dit sur la convertibilité ou l'extension de la convertibilité, c'est un argument technique qui est juste. Maintenant, il y a d'autres, il y a une foison d'arguments techniques qu'il faudrait développer. C'est pour ça que j'ai répondu, j'ai écrit même à René Lake en lui disant, je vais suggérer à Patrice Talon, comme c'est l'un des premiers chefs d'État à oser franchir le pas, de réunir un groupe d'experts dans les divers domaines où il y a des problématiques liées à la monnaie unique pour qu'ils aident les chefs d'État à comprendre la problématique, à construire un processus et un contenu de policy dialogue, j'allais dire de dialogue sur les politiques là-dessus. Parce que toute l'économie politique du franc CFA est une problématique dans son ensemble avec beaucoup de dérivations et ça ne se résout pas à dire c'est blanc ou c'est noir. Pape Demba Thiam,
Dernière question. La zone de libre-échange. On est sur un marché commun. On a souvent une économie à travers nos pays en difficulté, mais les pays ne sont pas tous au même niveau. Est-ce que c'est le moment opportun de faire une zone de libre-échange, un marché commun? Est-ce que les plus gros, Nigeria et d'autres, ne risquent pas de faire un nivellement vers le bas par rapport à d'autres pays qui sont encore très très faibles? Est-ce que le marché commun est d'opportunité aujourd'hui? Vous savez, j'ai eu l'honneur d'avoir été invité au sommet des chefs d'État de mars 2018 où on a acté la signature de la zone de libre-échange. J'ai discuté, j'ai échangé avec beaucoup de chefs d'État, dont certains étaient de mes amis avant qu'ils deviennent chefs d'État, comme Cyril Ramaphosa et tout ça. Et j'ai dit une chose, vous êtes en train d'entériner un état de fait, parce que nous sommes dans une zone de libre-échange mondial. Depuis la fin du GATT, les accords généraux sur le tarif et le commerce, et la signature des accords instituant la fin du GATT et l'Organisation mondiale du commerce, nous sommes dans un régime où toutes les barrières commerciales vont tomber. C'est l'essence même de ces accords et c'est la raison pour laquelle les accords de Cotonou sont devenus caducs, parce qu'on ne peut plus faire d'exception. Aujourd'hui, nous sommes dans une intégration globale de l'économie mondiale. Dans cette situation-là, le traité d'Abuja avait déjà prévu tout ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas un événement. C'était écrit dans le vent. Ça n'a pas été réalisé. Ce que Paul Kagame a fait avec un courage que je lui connais parce que j'ai travaillé sur le Rwanda dans le temps, c'était de dire, tiens, on va pousser les choses, on va réveiller les énergies. Mais c'est inéluctable. Ce qu'il faut, c'est que nos économies doivent être capables de développer leurs capacités productives de manière compétitive, de sorte à pouvoir attirer des investissements productifs dans des secteurs, créer des pouvoirs d'achat pérennes, parce que c'est ça, un pays, un marché émergent. Le pays émergent ne veut rien dire. En matière sémantique, on dit pays à marché émergent. C'est-à-dire des marchés qui émergent dans le sens où ça attire les investissements productifs parce qu'il y a du pouvoir d'achat et les investisseurs peuvent venir se projeter dessus. Je tiens beaucoup aux questions de sémantique, ce n'est pas parce que je suis un enfant de Senghor, mais je ne crois pas aux synonymes. Une chose ne peut pas signifier, ne peut pas être initiée avec deux mots différents. Parce que le détail est important, la nuance est importante. Donc, j'insiste à dire les pays à marché émergent. Si nous avons développé des pays à marché émergent par des politiques, on n'a peur de personne. Parce que si on a un système économique qui est bien nettoyé, une fluidité, une activité économique très transparente, des risques connus et maîtrisés, les gens vont venir s'investir. Alors pourquoi aurait-on peur à ce moment-là de nous ouvrir aux autres? Surtout que nous avons signé l'acte final d'Uruguay qui instaure l'Organisation mondiale du commerce et qui nous oblige à ouvrir nos économies. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Tout ce qui se fait sur la Zleka, est-ce que l'ogre nigérian va faire peur? Mais soyons sérieux, le Bénin aujourd'hui, qui profitait le plus de l'économie nigériane? C'est le Bénin. Si le Nigeria n'existait pas avec le Bénin et son front de mer, mais le Bénin, son économie serait totalement étouffée. Alors, pourquoi le Bénin, qui est dans... Et on a vu les dégâts que ça a causé, la fermeture de la frontière. Exactement. Comment le Bénin, qui est dans l'UEMOA et en étant dans la CEDEAO, n'est pas écrasé par le Nigeria, et on nous dit que dès qu'on va maintenant créer la ZLECA, l'Afrique du Sud va venir de la pointe du Cap de Bonne-Espérance pour venir écraser le Sénégal. Ça n'a pas de sens. Pape Demba Thiam, merci d'avoir été dans le Café Sec. Vous en connaissiez les règles avant. Il est sec, il est court et il est sans sucre. J'espère que vous avez aimé. Ce que j'ai regretté, c'est surtout qu'il n'y ait pas de crème, parce que moi, mon café, je prends ça avec la crème. On reste sur le Café Sec. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.